Bonsoir. La nuit tombe sur Pékin et nous sommes invités, vous et moi, à un dîner à l'ambassade du Liban. Elle représente avec grâce, élégance et efficacité son pays. Pour nous accueillir, voici Madame Milia Jabour, ambassadeur du Liban. Votre Excellence. Bonsoir, Monsieur Grandjean, cher Olivier. Hey, les amis. Bonsoir Milia. Bonsoir Denis. Bonsoir José. Merci. Excellence. Allez-y, santé. À cette belle soirée. Merci pour votre invite. Le dîner, c'est passons à table. Merci. Merci. Ici, c'est l'appartement familial, donc on est en famille ici. Bienvenue à vous tous. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à être ambassadeur du Liban en Chine? J'ai un parcours de 23 ans de carrière diplomatique. J'ai fait pratiquement tous les continents, mais pas le continent asiatique. Alors pour moi, la Chine, c'était une surprise, une très bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Et je me considère comme quelqu'un qui a beaucoup de chance. Le Liban est avant tout un pays gastronomique. Ah, On oui. mange très bien au Liban. C'est vrai, vous avez raison, et c'est une cuisine qui est en même temps très riche et en même temps très saine, parce que c'est basé sur beaucoup de légumes, et surtout, ce qui est connu, c'est l'huile d'olive. Ah. L'huile d'olive qui est une denrée très importante chez nous, parce que on a les arbres les plus anciens du monde d'olive. Ça, si je ne m'abuse, c'est le fameux hummus. Exactement. Les Chinois en raffolent, ils aiment beaucoup le hummus. Chaque fois qu'on invite, ils en demandent encore et encore. Et partout là où je suis allée, c'est toujours le hummus qui est le plus recherché. Je ne sais pas, c'est facile à manger et on le combine avec d'autres plats. Pendant que le serveur nous amène le complément de ses mezzés, c'est-à-dire Ouais. les entrées célébrissimes libanaises, je vais vous demander de nous présenter brièvement qui sont vos hôtes. Alors j'ai la chance de recevoir ce soir, c'est une grande chance de recevoir, je commence par le plus jeune. Donc par moi. Bon, peut-être un peu plus tard. Bon. Alors, ce sont des Libanais qui ont un parcours très différent, mais que le hasard des choses fait qu'ils se sont réunis ici à Pékin. Voilà, je suis très contente de les avoir aujourd'hui, ce soir, à table. On partage un dîner amical avec vous, Olivier, et j'espère que vous allez aussi aimer les plats, les mezés libanais. Je n'en doute pas. Vous savez, manger, se mettre à table au Liban, c'est un festin. C'est pour faire la fête, c'est un festin. Donc c'est un festin avec les amis, à boire, à manger. On se met à table, surtout les dimanches, parce que c'est la famille réunie qui se met à table le dimanche, parce que durant la semaine, les gens travaillent, ils n'ont pas le temps de cuisiner. Donc c'est surtout le dimanche, tous ensemble, la petite famille et la grande famille, on est là à peu près 20-30 personnes à boire, à rigoler, à manger. On se met à table à midi, on se lève vers 6 heures, quand c'est le temps de dîner, mais on n'a plus faim pour dîner. C'est la Méditerranée. Exactement. Je vous propose, chers amis, de commencer à manger pendant qu'on va regarder ensemble un film promotionnel qui va donner envie à chacun d'aller visiter ce pays merveilleux qui est le vôtre, le Liban.
Je connais beaucoup de gens qui, en étant allés au Liban, en ont gardé un souvenir impérissable. C'est un endroit qui vous prend, où vous sentez l'histoire, avec un grand H. Et justement, par exemple, Beyrouth, qui est la capitale du Liban, elle a été détruite, construite 7 fois dans l'histoire. Alors vous avez 7 couches, comme 1000 feuilles, Beyrouth, 7 couches de civilisation entre Romains, Byzantins, Phéniciens, etc. Il y a une histoire à chaque pas dans Beyrouth. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de Beyrouth et du Liban, parce qu'il y a ce mélange de modernité et de civilisation, sans que ça soit vraiment lourd. C'est tellement naturel, ils se côtoient sans s'entrechoquer. Voilà. J'étais justement quelques mois après la fin de la guerre, et j'ai vu Beyrouth détruite. C'est un souvenir inoubliable, martyrisée et reconstruite ensuite avec tout l'optimisme et toute la joie de vivre des Libanais. Mais le Liban ne s'arrête pas à Beyrouth, comme Paris n'est pas la France, comme Pékin n'est pas la Chine, comme toutes les capitales ne sont pas le pays, sont une partie du pays. Moi j'ai vu au Liban des endroits comme Baalbek par exemple, Baalbek qui était une cité romaine, et qui a bénéficié de constructions incroyables qui ont été détruites par le temps, mais qui heureusement n'ont pas été détruites par les hommes. Si vous allez un jour au Liban et à Baalbek, vous verrez le temple de Bacchus qui fait face au temple de Jupiter à côté du temple de Vénus. Et quand je me souviens du temple de Jupiter, mais c'est gigantesque, c'est pas une petite ruine, c'est pas 3 cailloux et on vous dit, voyez, ça c'est des ruines romaines. Non, c'est encore très très impressionnant. Et il y a à Baalbek ce fameux festival international de musique qui est une référence mondiale. Ce festival a été interrompu bien sûr pendant les années de guerre, ce festival a repris et apparemment il a repris des couleurs, il a repris beaucoup d'envergure dans le monde. À l'année 2011, moi j'ai vu Fayrouz. Ah, tu as eu la chance. Oui, j'ai eu la chance. Alors Fayrouz, c'est notre diva nationale, c'est notre drapeau national. L'Édith Piaf exactement. orientale. Une des mieux connues chanteuses dans le monde. Du monde arabe, de toute l'histoire. Moustaki aussi, Georges Moustaki m'avait parlé du festival de Baalbek et beaucoup d'autres chanteurs francophones qui s'y sont tous succédés, au milieu de chanteurs lyriques aussi et du théâtre. De musique classique et autres. Ça fait aussi la gloire du Liban. J'aimerais qu'on s'intéresse quelques minutes à vous-même. Vous êtes une femme jeune, active, sportive. En voici la preuve. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir à l'ambassade du Liban 4 merveilleuses artistes, peintres libanaises qui sont là par une invitation du gouvernement chinois et qui ont été nommées par le ministère de la Culture libanais. Alors, je suis très heureuse de les recevoir et je voudrais par cette occasion remercier le côté chinois qui les a invités, qui les encadre, qui les accompagne tout le temps. Et je suis ravie parce que c'est la première fois dans l'histoire des biennales que 4 artistes libanaises participent. 4 en nombre, 4 artistes et libanaises femmes aussi. C'est vrai qu'on fait beaucoup de réunions de travail et de réception à l'ambassade du Liban, mais on est souvent invité aussi à des réunions de travail dans d'autres ambassades, comme aujourd'hui à l'ambassade du Cambodge, pour parler un peu de francophonie. Alors voici quelques-uns de mes collègues ambassadeurs francophones. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, mais c'est confidentiel. Alors, 2 fois par semaine, je vais faire du sport. Ça fait du bien. Allez, à tout à l'heure. C'est un des
moments les plus sympathiques de la journée. Je suis super contente quand je viens ici parce que c'est un moment où je fais un peu le vide dans ma tête, où je me concentre un peu sur le bien-être. Parce que c'est ici que je prends des forces pour continuer ma journée ou pour commencer mon lendemain. Comment vous vivez cette ambiguïté entre la richesse incroyable, culturelle, historique bien sûr, mais la richesse aussi actuelle du Liban, et cette crainte liée à une insécurité qui n'est plus tout à fait la même, heureusement. Donc, vous devez avoir le cœur un petit peu déchiré, avoir envie de dire à tous vos amis de venir, et en même temps, ils doivent se dire, oui, mais est-ce que je peux venir ou pas? Pour moi, c'est une légende que le Liban est dangereux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qu'on veut montrer un peu de Oui, l'image du mais Liban. mais c'est pas comme ça. Ouais. Ouais. Il y a eu la guerre, mais il y avait la guerre, mais aujourd'hui, c'est C'est fini. fini. On peut dire que les touristes n'ont pas eu de il n'y a pas de problème avec les touristes le Liban, depuis c'est très longtemps. sécurisé. Non, le Liban, c'est un des endroits les plus de sécurité au monde, vraiment. Alors, on peut se balader à 3 heures le matin sans avoir crainte d'être volé ou d'être attaqué. Tout le monde fait attention à tout le monde et il y a une ambiance de fraternité et de bienveillance envers surtout les touristes, parce que on est quand même un pays qui est très ouvert et on est habitué au tourisme. On est très bienveillant au tourisme. On veille sur eux comme s'ils étaient des membres de la famille. Donc, cette question de sécurité, c'est ce que parfois certaines presses veulent montrer au monde. Mais vous savez, même pendant la guerre, on allait faire la fête. Alors imaginez-vous maintenant, après la guerre, tout le monde fait la fête et ne dort pas avant 4 heures le matin. On peut même laisser les portes de la maison ouvertes. Et exactement dans les villages, on dort avec les portes ouvertes. Ça, c'est une grâce qu'on a au Liban. J'ai une anecdote que m'avaient relatée plusieurs Libanais d'ailleurs. Ils me disaient, tu sais, quand au plus fort de la guerre, les bombes tombaient, ça tirait de partout, etc., dès qu'un jour, ça s'arrêtait, dès les bombes ne tombaient plus, dès que les roquettes s'arrêtaient, dès que ça devenait calme à nouveau, nous, commerçants, c'était un peu comme la pluie. On tendait le bras, tiens, il pleut plus, et on relevait le rideau. Du jour au lendemain, les commerces rouvraient, ils refermaient quand ça recommençait, mais ce positivisme, c'est tout à fait à l'image de la mentalité des Libanais. Vous êtes un peuple optimiste, positif. C'est pas mon ami Tony qui va nous dire le contraire. C'est l'esprit libanais, ça. L'esprit du vainqueur. Ouais, on est invincible, voilà. Ouais. On ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas battre. C'est impossible. C'est de là que vient la légende du phénix pour les Libanais. Ce sont le phénix renaît de ses cendres. On ne meurt jamais. Donc c'est toujours la vie qui continue. Mon ami Salah Hashfour est toujours médecin, grand médecin, enfant de Baalbek. On se promène à Baalbek, je suis le seul occidental à cette époque, et tout le monde le hèle en disant « Ah, Hakim, Hakim, Hakim !» Moi je dis « Mais tu t'appelles pas Hakim, tu t'appelles Salah, pourquoi ils t'appellent tous Hakim ?» Hakim veut dire docteur. Ouais. Mais vous savez, ça veut dire aussi le sage. Et le sage, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de respect. Et là, j'ai compris beaucoup de choses dans ce voyage, juste après donc ces événements tragiques. C'est que le Liban, malgré toutes ces déchirures, malgré toutes ces communautés qui, à un moment ou à un autre, ont dû, pour des raisons politiques ou autres, s'affronter, il y a une unité libanaise, il y a une mentalité libanaise, il y a un cœur libanais quelque part. C'est celui-là qui bat toujours et qui permet à votre pays de rester toujours positif comme ça. J'ai rencontré toutes les communautés au Liban. Mon ami est musulman, marié à une chrétienne maronite. Donc on allait dans ces différentes communautés. Et un jour, je suis arrivé dans un petit village où un vieux monsieur, druze, m'a regardé, s'est approché de moi, il m'a dit « Vous parlez français ?» J'ai dit « Mais oui, bien sûr, je parle français. » Ah, c'est merveilleux, si vous savez comme ça me fait plaisir. Ça fait 15 ans, 20 ans que je n'ai pas vu un Français. Dans ce village, Lamartine a vécu. Il avait les larmes aux yeux. Lamartine a vécu. Et on a parlé de littérature, etc. Mais vous voyez comme les gens sont bienveillants avec les touristes, les étrangers, entre guillemets. Ils vous prennent plein les bras et ils vous invitent immédiatement à leur maison comme s'ils vous connaissaient depuis 1000 ans. Je lève mon verre au vin libanais, au Liban,
Et à vous, Votre Excellence. Merci beaucoup, merci Santé. beaucoup. Santé, santé au Liban. Mon cher William, Bienvenue à Glory Star. Nous sommes dans la région de Guangdong. C'est la saison des moussons, d'où ce magnifique jardin tropical. Je vous présente mon usine que j'ai fondée en 1993. Nous fabriquons de la lingerie féminine et des maillots de bain de très haute qualité. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va? Des nouvelles? Oui, on a reçu une commande de revenir. Combien? 50 000 pièces. Oh, c'est magnifique. Bravo. Continuez. Au revoir. C'est un atelier de création. Voilà nos designers qui vont nous proposer des produits nouveaux. Voilà, j'attends des propositions d'elles. Ici, on coupe la dentelle en fonction des tailles. Regardez, c'est joli, n'est-ce pas? Voici les ateliers de Glory Star. Ici, c'est la dernière vérification. On emballe et après on exporte dans le monde entier. Je vous présente Josie Chen. Cette dame, elle m'accompagne depuis 25 ans. Je ne suis jamais allée au Liban, mais j'aimerais bien. Quand les amis de famille de William viennent en Chine, je les invite pour manger chez moi. Ils sont très gentils, souriants et amicaux, comme William. Et bien voilà, ma journée est terminée. Je dors de nuit à l'hôtel parce que ma famille et moi, nous habitons à Hong Kong. vous habitez Hong Kong et vous travaillez à Guangzhou. Tout à fait. Oui. Guangzhou qui est l'ancien canton. Oui, oui. Expliquez-nous un petit peu comment tout cela est arrivé. Moi, j'ai quitté le Liban, j'avais 20 ans. Et je suis parti pour quelques années, en fait, pour faire des études, comme tout le monde fait, en attendant que la guerre se calme. Je suis resté 16 ans. Et l'activité que j'avais en France, une petite usine de 40 personnes, on a commencé à travailler, mais on perdait de l'argent compte tenu du coût de la main-d'œuvre. Donc la seule situation, c'était d'aller ailleurs. Et c'était la Chine le choix idéal. Après avoir visité quelques cités, quelques villes, quelques pays, 11 pays, en commençant par l'Afrique du Nord et en allant en Égypte, la Syrie, enfin bref, c'était le choix de la Chine qui était le meilleur. Donc on a commencé l'activité en Chine. Un an après, on a créé un showroom à Kowloon Bay, qui est une place à Hong Kong, voilà. D'accord. Et c'était la meilleure façon de promouvoir nos produits et attirer des gens, parce qu'on ne pouvait pas attirer les gens en étant en Chine. C'est trop difficile. Compliqué, quoi, voilà. Très compliqué. Voilà la raison pour laquelle, Vous êtes installé à Hong Kong. à Hong Kong, Et vous ne le regrettez pas, j'imagine. bien sûr que non, bien sûr. C'était le bon choix. Grande aventure. Oui, on peut le dire. Moi, quand j'étais enfant, j'avais toutes ces légendes aussi, les marchands phéniciens, ces voyageurs, ces marins qui parcouraient les mers justement pour aussi faire du commerce. Et je trouve que c'est vraiment dans l'ADN des Libanais, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On est prêt à faire notre valise. L'adaptation du Libanais ailleurs, à l'étranger, c'est très rapide. On ne sent pas vraiment dans un milieu qui est étranger, qui est bizarre. On s'adapte. On s'intègre. Vous adaptez. Oui, on s'intègre.
La globalisation, moi je dis que ça a commencé avec les Phéniciens. Oui, et puis ça reste dans notre ADN, comme vous l'avez bien dit, ça reste dans l'ADN. On est des commerçants par nature. Et c'est ça, c'est un point de ressemblance que je trouve avec les Chinois aussi. Parce que ce sont de vrais commerçants aussi. Ah oui. Donc on se ressemble, quand on parle commerçant, on parle un peu le même langage, on se comprend sans trop dire de mots. Et je trouve ça génial. Vous recevez souvent des gens qui viennent tenter l'aventure en Chine? Oui, de plus en plus. On a eu des hommes d'affaires libanais qui sont venus s'installer en Chine et déjà à l'époque, ils étaient les premiers à introduire les marchandises chinoises dans le Moyen-Orient, grâce aux Libanais, dans les années 50, avant même l'établissement des relations diplomatiques avec le Liban. Donc vous voyez, dès le début, les Libanais ont vu un potentiel énorme dans ce pays, ils y sont crus, et ce qui fait que maintenant, depuis 5 ans, la Chine est notre partenaire commercial numéro 1. On voit dans ce pays ce qu'il y a eu de miracles chinois au niveau de l'infrastructure, entre autres. Et on veut bénéficier de cette expérience pour nos infrastructures au Liban. Alors on invite nos amis chinois à aller regarder, voir un peu comment ils peuvent investir dans ces plans gigantesques qu'on a lancés. Très bien. Il y a un projet en particulier qui vous vient à l'esprit, peut-être? Les trains. Les trains. Bien sûr. On veut désengorger Beyrouth. Alors un projet de train qui lie certaines régions peut désengorger un peu Beyrouth de l'embouteillage. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, il n'y a pas un téléphérique au-dessus de Beyrouth, non? Oui, c'est un peu touristique, il est très beau. C'est ça, hein. mais il me semble que je me souviens de ça, Oui, un téléphérique, oui, vous savez, la oui, montagne c'est derrière. Très ancien, mais touristique. Mais voilà, Mais ça un mode de fonctionne transport toujours. qui revient à la mode. C'est très joli, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il joint la plage à un sommet qui est à 500 mètres, comme ça, avec une vue panoramique extraordinaire sur Beyrouth. On a eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours l'un de vos invités qui était en voyage officiel ici. Il s'agit, vous le connaissez bien sûr tous, de votre ministre du Tourisme, monsieur Avedis Guidagnan, un monsieur fort sympathique. Madame l'ambassadeur m'a expliqué qu'il était l'un des ministres les plus populaires du Liban. Il est dans son 2e mandat, donc, comme ministre du Tourisme. Et on va regarder une petite interview qu'on a réalisée avec lui dans les jardins de la résidence. Vous connaissez, le Liban est une destination touristique merveilleuse. Et donc vraiment, on essaie de savoir comment faire pour vraiment qu'on soit l'une des destinations préférées des Chinois au Moyen-Orient. Le plus important, c'est que le Liban est authentique. On n'a pas des choses artificielles au Liban. Et c'est quelque chose, je suis sûr qu'ils doivent apprécier beaucoup. Et surtout quand on parle de culture et on parle d'histoire et on parle de religieux, ce sont des choses, à ce que j'ai compris dans ces 2-3 jours, très appréciées par les touristes chinois. On a beaucoup par exemple, de mariages mixtes, des Chinois mariés à des Libanais. Et moi, je pense qu'un Chinois au Liban, ça doit en quelque sorte être l'ambassadeur de son pays, l'ambassadeur officieux de son pays. Donc, il doit montrer un peu la Chine. Et c'est ce qu'on veut encourager les Chinois mariés à des Chinoises, parce que plutôt des femmes, mariées à des Libanais à faire au Liban. Qu'en est-il de la sécurité aujourd'hui, monsieur le ministre? En tant que sécurité, on peut vraiment dire qu'ils doivent être très sûrs qu'ils n'auront pas un problème de sécurité au Liban. Si vous voulez vraiment parler d'un pays, et on ne peut pas parler d'une période et oublier toutes les richesses ou bien toute l'histoire de la pays. On a eu une période de 15 ans de guerre civile, ensuite on a eu de petites périodes de grandes catastrophes, oui, si vous voulez, l'attentat de nos politiciens, mais maintenant, vraiment, ce n'est pas le cas. J'essaie de faire le possible pour vraiment donner une étincelle positive avec des étincelles négatives qui existent. Quel est votre endroit préféré au Liban, d'abord? Je dois parler de 3-4 places, mais je dois commencer de Tyr. Cette merveilleuse ville qui est placée au Méditerranéen, et ensuite passer à Byblos, je crois que vous le connaissez très bien. Ce qui
enrichi le Liban, c'est vraiment encore la diversité de ces sites touristiques et du gastronomie qui spécifie chaque région et chaque ville et chaque montagne. C'est quelque chose de très difficile de dire quelle part ou bien quelle partie ou bien quel quartier ou bien quelle région du Liban vous aimez. On doit parler du Liban comme une pièce de diamant dont vous pouvez l'admirer de n'importe quel côté. Vous pouvez le voir, vous pouvez le regarder. Nous fêtons cette année le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, si vous voulez. Je leur souhaite tout le meilleur pour que la Chine continue cette histoire de succès dans les années prochaines aussi. Un autre exemple de réussite libanaise en Chine, Tony. Tony, on pourrait dire Tony le playboy, Tony, Tony la classe, Tony Boulos, Oui, Tony l'homme d'affaires. Tony qui est marié avec une Chinoise. Vous l'avez rencontrée ici ou avant de venir? Non. C'est elle qui vous a amené en Chine? Non, non. C'était à l'an 2000, Oui. lorsque j'ai rencontré mon épouse, Karen. Elle s'appelle Karen. Et au début, c'était une relation amicale. On a développé cette relation. Qui s'est transformée. Oui, elle s'est transformée. Une histoire d'amour. Ouais. Et vous avez eu des enfants, un fils. Un fils, Voilà. oui, Khalil. En 2012, on a... Khalid Chang. Non, c'est Khalil Boulos. Khalil Boulos. Ah oui, il est génial. En 2012. Au début, Karen m'a bien aidé pour démarrer mon boulot. Et plus tard, lorsque c'était bien lancé, j'ai continué avec mon équipe que vous avez vue à Guangzhou. Regardez un petit résumé de la vie de Tony Boulos, El Magnifico. Bonjour, bienvenue dans ma société. On est en Chine depuis 1998, maintenant 11 ans dans la fabrication de tout ce qui est électroménager. Avec notre aspirateur, on peut changer l'odeur de la maison. Tout simplement en ajouter un peu de parfum dans l'eau, puis et oui, un patron, ça doit savoir tout faire dans une entreprise. Voilà mon équipe. Elles sont belles, les filles, mais surtout, elles travaillent très bien. Bravo, les filles! Bravo, les filles! Merci. Comme tous les Libanais, on aime bien manger. Quand je suis à la maison, je mange chinois. Quand je suis à Guangzhou, il y a plein de choix. Turc, libanais, français, méditerranéen, mais je préfère ça. Voilà. Voilà, ici j'ai un appartement pour vivre à Guangzhou quand je travaille. Et à la fin de la semaine, je rentre à Hong Kong pour joindre ma famille. Allô ma chérie? Oui, c'était très bien passé. Passe-moi Khalid. Mon amour. Oui, tout est bien. Je rentre demain. Allez, bisous. Quels sont les sports les plus pratiqués au Liban? Le basket, parce que c'est vraiment un sport pratiquement national. On voit tous les jeunes s'orienter vers le basket. Et puis maintenant, sport de mer? le sport de mer. On est de bons nageurs, on est d'excellents nageurs. Mais je veux dire, en tant que sport où on est allé vers le mondial, Voilà. C'est plutôt en niveau. basket. En basket. Maintenant, pour le football c'est nouveau, mais on voit qu'avec le football, on est en train d'avancer lentement mais sûrement. Alors je suis sûre qu'en dans pas longtemps, on va avoir un beau titre. Je vous le souhaite, voilà un point commun avec la Chine, qui est déjà d'ailleurs une nation de football, puisque le football se pratique maintenant en Chine dans les écoles.
C'est au programme officiel des écoles. Donc la Chine va devenir, il faut bien le savoir, d'ici une dizaine d'années, le temps que ça éclose, forcément une grande nation de football. J'aime tous les sports, mais je ne suis pas un expert dans le football. L'Argentine même, il y a beaucoup comment dit-on, entraîneurs ici de Les l'Argentine. entraîneurs, oui. Les entraîneurs ici. Argentins, Argentins, exactement, ouais. oui. Et qui entraînent les équipes Oui, chinoises. beaucoup Ah ouais. des équipes locales. Pour tirer vers le haut, tout ça avec l'expérience des uns et des autres. On a un bel exemple, c'est l'équipe de Beijing Guohan, dont je suis forcément, en étant pékinois, l'un des supporters maintenant. Avec mon fils, nous étions au stade il n'y a pas très longtemps, en train de crier Beijing Guohan, Guohan. Voilà, je vois le technicien derrière nous qui rit. Et Beijing Guohan est entraîné depuis quelque temps par Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de Lyon. Je suis natif de Lyon, donc Quelle fierté. et hein. voilà. Et effectivement, l'avènement du football chinois passe aussi par l'expérience des uns et des autres venus d'ailleurs, quoi. Est-ce que vous savez une petite chose? Il n'y a pas de joueurs étrangers comme gardiens de but, parce que les joueurs doivent tous progresser, donc avec la compagnie d'autres joueurs venus d'ailleurs, mais un gardien de but, il n'y a qu'une place. Les autres sont derrière. Donc finalement, vous empêchez la progression des gardiens de but si vous ne les faites pas jouer. Donc les gardiens de but sont chinois, ils sont entraînés bien sûr par des étrangers très qualifiés, mais ce poste-là est réservé aux Chinois pour que justement les Chinois progressent à ce poste c'est et ne génial. délèguent pas quelque part à d'autres. C'est Intéressant. génial, ouais, c'est génial, c'est intéressant. Et alors, cher José, vous êtes originaire par votre maman, si je ne m'abuse, du Liban. Ouais, ma mère est d'origine libanaise. Ils se sont rencontrés où, vos parents? Au début au Paraguay, parce qu'une partie de la famille de ma grand-mère habite à Paraguay. Il s'appelle Naput. Et après, ils sont allés en Argentine, parce que je viens du nord de l'Argentine. C'est vraiment très proche du Paraguay. Et ils sont restés là, à Formosa, ça s'appelle ma province, en Argentine. Et moi, je suis argentin, mais fièrement d'origine libanaise. Comment vous vivez vos origines libanaises? Votre maman continue à beaucoup Cuisiner, par exemple. cuisiner les libanais, par exemple, voilà, parler ou- arabe. Mes tantes cuisinent plus que ma mère. Ah oui. Mon grand-père est très libanais. Mon grand-père, on dit toute ma vie, c'est très important que tu retournes au Liban, parce que l'origine libanaise, c'est part de nos vies. L'Argentine est un pays d'immigration. Il y a plus de la moitié de l'Argentine est d'origine italienne, par exemple. Il y a 2,2 millions d'Argentins qui sont d'origine arabe, entre les Libanais et les Syriens qui sont venus en Argentine. Il y a aussi, bien sûr, des Espagnols, mais je ne peux pas dire qu'il y a seulement une identité argentine. L'identité argentine est ce mélange entre la culture italienne, la culture espagnole. Il y a aussi des Français, beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Libanais, par exemple, l'épouse du président de l'Argentine maintenant, Juliana Awalda. C'est une Libanaise. C'est une Libanaise. La première dame Ouais, la du pays, première dame c'est une de Libanaise. l'Argentine. ouais, une Libanaise. De Baalbek. Ouais. Il y a beaucoup. L'ex-président de l'Argentine, par exemple, est aussi d'origine arabe, de la Syrie, mais arabe. En Argentine, la culture argentine, je crois que c'est un mélange entre des cultures européennes et la culture libanaise aussi. Vous parlez combien de langues? Je parle 7 langues. J'essaie maintenant J'en étais d'apprendre sûr. le Je le chinois. sentais. C'est un génial. C'est un génie. Si je apprends le chinois, ça sera Ouais, la huitième. la La huitième. huitième. Ouais. Vous parlez donc arabe, français, Espagnol. allemand, Italien. Italien. et l'arabe un peu. Six. Le portugais. Portugais. Et pourquoi portugais? Comment Pourquoi portugais? On parle J'ai espagnol passé en Argentine. Oui, mais parce que j'habitais au Paraguay, il y a une très grande communauté brésilienne au Paraguay. et Ah j'ai oui, passé- c'est vrai. Avec les Brésiliens. Ouais, donc ouais, c'est j'ai eu c'est le des- portugais avec Bien l'accent sûr. brésilien. Ouais, ouais. C'est un Et accent j'ai eu très des chantant, merveilleux très beau aussi. étés de ma vie au Brésil. On va regarder vos activités.
Bonjour, je m'appelle José Valiente, je travaille ici au consulat de l'Argentine à Pékin. Je suis argentin d'origine libanaise, je vais vous montrer mon travail. Alors, bienvenue au consulat de l'Argentine. J'ai commencé par les études de droit vers l'année 2000, puis je suis devenu avocat jusqu'à l'année 2015 quand j'ai décidé de bifurquer ma carrière vers la diplomatie. Et maintenant, depuis l'année 2018, je suis ici à Pékin. On s'occupe de la communauté argentine. Il y a plus ou moins 300 Argentins ici à Pékin. Et aussi, on fait des documents de légalisation, des documents de la Chine qui vont partir pour l'Argentine. Aussi, bien sûr, on livre ici tous les visas pour les citoyens chinois qui veulent partir ou voyager en Argentine. Et en Argentine, on aime le café, c'est presque l'heure, on continue là-bas. C'est très sympa d'habiter ici en Chine, c'est un vrai privilège de pouvoir commencer ma carrière diplomatique dans ce pays parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Ma famille a vraiment aimé la Chine, Pékin a été magnifique avec eux. Nous avons vu les temples ici, même tous les musées. Il y a beaucoup de choses à faire ici en Chine. J'essaie d'étudier la langue chinoise 3 fois par semaine. C'est très difficile, mais j'en essaie. Je partage tout à fait ce sentiment que les Libanais ont et expriment, qu'on peut vivre ailleurs, qu'on n'est pas attaché pieds et poings liés à un endroit, mais que notre vie peut aussi se passer ailleurs tout en emmenant notre culture et tout en la partageant et tout en intégrant d'autres cultures. Il n'y a pas de problème avec les Libanais dans le monde. On n'entend pas les Libanais, encore les Libanais, à tel. Jamais, jamais, au contraire. On est bien intégrés. Vous avez eu beaucoup de votre intelligentsia un peu qui s'est expatriée, qui est revenu. Le docteur Ashfour, dont je parlais tout à l'heure, en est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça, des médecins, des intellectuels, etc., qui se sont expatriés, qui ont brillé ailleurs et qui, pour la plupart, sont revenus au pays. En fait, on ne quitte pas le Liban entièrement, même si on est expatrié, même si on quitte, on décide de dire, bon, je vais quitter, je vais vivre ailleurs, je vais faire ma vie ailleurs, je fais ma famille ailleurs. On ne quitte pas vraiment le Liban, parce que vous allez voir les Libanais qui vivent en Europe, en Amérique latine, en Amérique, ils emportent une partie du Liban avec eux. Donc on voit une génération de jeunes latinos libanais qui sont en train de revenir au Liban juste pour voir où est-ce que l'arrière-grand-père a vécu, où est-ce que l'arrière-grand-mère a vécu, et ils cherchent leurs racines et leur identité. Il y a beaucoup d'organisations, alors je connais plutôt des organisations au Chili, en Argentine, par exemple l'Argentine qui s'appelle JOL, Jóvenes de Origen Libanaise, jeunes d'origine libanaise, qui s'occupent d'organiser des voyages au Liban pour rencontrer les origines, les racines des gens au Liban. Par exemple, Shakira. Shakira, elle est reliée à William. Shakira, avec qui vous êtes sorti pendant quelques mois, non? C'est vrai qu'elle est reliée à M. William. Shakira est reliée à M. William. Oui, un tout petit peu. Expliquez-nous. Vous êtes du même... Vous fûtes son parrain ou quoi? Mes oncles et mon père, ils ont émigré et au Venezuela et en Colombie. Colombie, d'où est originaire Shakira. Et Shakira, sa mère, c'est une nièce à ma grand-mère. C'est-à-dire la mère de Shakira, moi je ne la connais pas personnellement. Mais bon, les gens du village, ils sont très, très fiers qu'on a une vedette internationale. Ah oui, et puis pas n'importe laquelle, quoi. Voilà. Elle est un petit peu attachée au Liban ou pas du tout? Elle a coupé les ponts Elle est allée l'année dernière à notre village et elle a planté un arbre, un cèdre. Un cèdre, bien sûr. Mais alors, dites-moi, vous avez, mon cher William, la meilleure des ambassadrices, des mannequins, pour vos maillots de bain ou vos sous-vêtements. Vous imaginez Shakira qui dirait, voilà, je porte maintenant du libano-chinois. Oui, je pense que... Ça va coûter très cher quand même. C'est peut-être une possibilité. Allez savoir. On a plein d'histoires de réussite comme Shakira, de Libanais en Amérique latine. Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde,
Bien sûr. C'est un Mexicain d'origine libanaise, par exemple. Des présidents de république en Amérique latine, des députés, des ministres. Mais c'est-à-dire qu'ils ont fait leur vie, ils ont mené leur vie comme s'ils étaient une partie de cette société où ils se sont intégrés et ils ont réussi leur vie. C'est ça l'histoire des Libanais aussi, c'est une histoire de réussite. Ils ne sont pas là à la marge de la société, ils font partie de la société. C'est ça. Mika, par exemple, Oui. chanteur franco-libanais, Il vient de Beyrouth. franco-anglo-libanais, il vient de Beyrouth. Oui, oui. Et puis, il y a une personne extrêmement charismatique qui, jusqu'à présent, n'est pas apparue à ce repas, et pourtant, elle est en coulisses derrière, discrète, mais très efficace, c'est votre maman. C'est un peu l'ange gardien de la résidence parce qu'elle aime cuisiner, vous savez, et pour moi, représenter le Liban à travers sa gastronomie, c'est très important parce que c'est très recherché. À Pékin, il n'y a pas de restaurant libanais. Donc la résidence du Liban, c'est l'endroit où on mange vraiment typiquement libanais. Donc j'ai de la chance qu'elle ait accepté de m'accompagner parce que c'est la première fois dans l'histoire de ma vie diplomatique qu'elle décide de m'accompagner et je suis très contente parce que elle incarne un peu la mama libanaise, la mama comme à l'exemple italien, mais avec de la bienveillance à l'égard des invités, avec une générosité incroyable et un savoir-faire culinaire que moi j'ai besoin de 5 vies pour l'avoir. On va la présenter à tous nos amis qui nous regardent puisqu'on a fait un petit reportage sur votre maman. Quand j'étais enfant, vers 10 ans, je rêve un jour de venir au Chine parce que je suis très contente ici. C'est un pays différent, vraiment. I, ar, san, se, wu, se, lio, si, ba, jio, che. À l'âge de 70 ans, je ne suis pas une bonne élève, mais j'ai décidé d'apprendre. Je peux contacter maintenant avec les Chinois. Je vais au marché, je fais le shopping. Il y a beaucoup dans notre entourage aiment les plats libanais, la gastronomie. J'ai décidé de faire une cuisine libanaise et faire des jolies choses différentes en Chine. Quand il y a une réception, c'est moi qui organise tout. Tous les plateaux libanais, c'est moi qui les fais. Par rapport à aujourd'hui, il y a 120 plateaux libanais apéritifs. Mais le hummus et le taboulé, c'est le plat principal, toujours. Bon appétit! Voilà. Ah, et la voilà. Bravo. Merci. Bonsoir. Vous êtes comme une actrice d'Hollywood. Ah, c'est gentil de votre part. Tout ce qu'on mange est absolument délicieux, on peut le dire, hein, vraiment. Hein. Bravo, merci, félicitations, c'était formidable. Bien, merci beaucoup. Liban. Liban. Je voudrais qu'on parle de ce qui est sans doute le sujet le plus important aujourd'hui. L'urgence climatique est devenue une réalité. Ça fait 40 ans qu'on parle d'écologie, ça fait 20-30 ans qu'on parle, je me rappelle le président Chirac citait à l'époque, la maison brûle et on ne fait rien. Et un peu partout, les choses ont dégénéré, elles dégénèrent encore plus d'ailleurs aujourd'hui. Et heureusement, il y a un grand mouvement de jeunes, surtout, c'est la jeunesse qui se mobilise dans le monde entier. Et certains pays ont pris plus que d'autres à bras-le-corps ce problème climatique. La Chine, c'est connu, on ne peut pas le nier, la Chine est un des 2 plus grands pollueurs de la planète. Pourquoi? Pour toute l'évolution industrielle qu'il y a eu, avec les délocalisations qui ont permis, qui ont rajouté encore un peu plus sur cette pollution endémique depuis pas mal d'années. Mais la Chine s'est investie foncièrement, comme aucun autre pays ne le fait sans doute,
pour la lutte contre le dérèglement climatique. La Chine est en train de faire des vraiment très grands efforts pour baisser la pollution, la contamination dans tout le monde. J'habite ici à Pékin depuis 1 an et demi et je peux déjà dire que j'ai vu des changements. En 1 an et demi seulement. Alors qu'en est-il de ceux qui habitent ici depuis 10 ans? Moi j'entends tous les jours des témoignages où on me dit mais c'est incroyable. La lutte contre la pollution est encore un problème pour nous parce que pas mal de fournisseurs qui ne respectent pas les normes internationaux n'existent plus. Vous êtes une entreprise, vous balancez des produits chimiques dans une rivière et puis les poissons crèvent et puis les gens qui vont bouffer les poissons aussi. C'est un crime majeur. C'est les enfants qui nous disent aujourd'hui on ne veut pas que vous nous laissiez un monde pareil. C'est les enfants qui nous mettent la pression, une juste pression, et c'est les enfants qui vont apprendre aux générations anciennes à changer leurs habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez, Votre Excellence, au niveau de l'implication du Liban par rapport à l'écologie? Je crois savoir que c'est un sujet sensible aussi. On a un président de la République qui est un farouche défenseur de tout ce qui est écologique. Donc il encourage, il pousse à faire tous les efforts possibles pour que l'écologie soit prise en compte. Mais comme vous l'avez bien dit, Olivier, c'est une affaire de génération future. Je vous raconte une chose. J'ai des nièces, par exemple, qui vont à l'école, qui ont 11 ans et 14 ans, qui sont venues me visiter en Chine ici. Alors je lui donne un jus avec une paille pour qu'elle puisse prendre le jus avec la paille. Elle a refusé de prendre la paille. Plus de paille en plastique. Pas de paille en plastique. Je lui redonne, je ne veux pas polluer la société. Donc vous voyez un peu. Ça vient c'est vraiment la jeunesse. C'est vraiment le sujet numéro 1 de la jeunesse. Et c'est une leçon pour toutes les autres générations dont nous faisons partie. Alors quand on nous dit aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, alors on va faire des réductions, on va faire des ceci, cela. Alors en 2030, il y aura, en 2040, il y aura ça. Mais les enfants ne veulent pas entendre ça. Non, 2040, ils ont commencé. Ils ont commencé. Mais c'est loin 2040. Le champion de la révolution écologique, c'est la Chine en fait. Oui. Pour teindre le tissu, on ne peut plus teindre n'importe où. Il y a des zones limites. On a des difficultés pour trouver quelqu'un qui nous... Il y a donc le but du gouvernement actuel, c'est ce que j'ai entendu dans notre ville, que le gouvernement actuel, ils veulent nettoyer les rivières. Ils veulent rendre le ciel clair et net, ils sont en train de travailler là-dessus. Et ça va se faire. Et ça va se faire. C'est une volonté. Et comme vous dites, Votre Excellence, la jeunesse est très consciente aujourd'hui. Il y a cette jeune Suédoise qui s'est adressée au gouvernement, au Parlement. Voilà. Ouais. Vous savez ce qu'elle leur avait dit? Vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas mature. Une jeune de 14 ans qui dit aux autres. 15 ans. Et aujourd'hui, c'est le meilleur discours en fait, de s'adresser aux adultes de cette manière, parce qu'on fait n'importe quoi. Moi j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai acheté une voiture électrique. Oui. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais, c'était beaucoup plus cher que la voiture ordinaire, mais... Les écologiques. Oui, en fin de compte, c'est... Moins polluante. Oui. Et si vous me permettez, pour conclure ce sujet, je pense personnellement que la défense de l'écologie et tout ce combat-là doit être un combat joyeux, positif, optimiste. Ce n'est pas perdu, presque, mais ce n'est pas perdu. Il faut absolument voir ça de manière très, très positive et c'est très stimulant, voilà. Et ça donne de l'espoir finalement pour ce monde meilleur auquel on aspire tous. Exactement. Rendez-vous avec la COP 15, je crois, c'est ça, c'est à Kunming l'année prochaine. De jolies leçons à donner aux autres aussi. Vous avez écouté sur cette table, tout le monde parlait français, mais avec un accent différent. Alors vous avez vu la Libanaise parler français avec son accent, l'Argentin parlait français, le Libanais marié à une Française parlait français, et le Libanais marié à une Chinoise parlait un autre accent aussi. Ah, parce qu'il parlait français, Tony? Tony, c'était L'Argentine C'est une blague, Tony, je sais que vous êtes un blagueur. Vous m'avez vraiment déçu à la fin de cette... Mon pauvre Tony. Pourquoi? Alors qu'on s'aimait beaucoup. Il vient de dire que je n'ai pas bien parlé le français.
il vient de me... Mais c'est une Parce blague. que c'était silencieux. C'est une blague Parce que amicale, c'était bien sûr, voilà, bien sûr. ouais. Ça peut être... Mais et vous voyez un peu que c'est le français qui nous réunit aussi. Oui, la francophonie. C'est un autre combat, la francophonie. Ouais. C'est Mais un c'est autre vrai. combat de tous les jours. Bah, le Liban est un farouche défenseur de la francophonie aussi. Le français, ça continue à être quand même notre deuxième langue après l'arabe. Bien sûr. La langue Et officielle. la deuxième, non? la deuxième officielle. apprise à l'école. À l'école. Pas vraiment officielle, non, parce que la langue officielle c'est l'arabe. l'arabe. Mais la deuxième langue apprise après l'arabe, malgré la compétition de l'anglais, parce que l'anglais fait une Qui est compétition omniprésent, bien sûr. omniprésente, mais c'est toujours le français qui est vraiment cherché, recherché. On aime bien. L'anglais est une langue c'est le universelle, langage. mais c'est de la facilité quelque part. C'est le langage de nos salons, le français. Le français. Ouais. Ah oui. C'est l'élite intellectuelle. Ouais. La première université francophone dans le monde arabe, c'est le Liban. Donc ça reste une place privilégiée dans tout le Moyen-Orient. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est le seul pays, le seul bastion de la francophonie au Moyen-Orient. Et je pense que nos amis francophones en sont conscients. C'est pourquoi ils font tout pour encourager, faire des programmes d'échange, etc., pour que les Libanais restent en contact avec cette langue et les Libanais répondent favorablement à ce genre d'efforts. Moi, je vois que ça peut aussi voir, quand les Libanais parlent l'arabe, les mots étrangers dans l'arabe sont toujours En français. français. Ouais. La mobilette, oui. Lunettes, maillot, vrai, merci, on mélange. bonjour. C'est comme partout, même en Algérie, au Oui, Maroc. au Maroc aussi beaucoup. Au Liban, on se dit ça va. On ne dit Mais- pas how are you, on dit ça Ce va. qui Ouais. est bizarre au Liban, on mélange trois langues en même temps, dans une seule phrase. Oui. L'arabe, le français et l'anglais. Hi, kifak, ça va? Mais je crois que c'est le Oui, parce français, que comment ça va? la langue étrangère le plus utilisée avec l'arabe au Liban. Oui, le français Oui, c'est vient le en français. première place. Oui. Je vous propose de terminer par ce petit dessert avec Ouais, le mot voilà. de la fin Je pour coupe. chacun. Je coupe. Voilà. Je coupe, c'est du chocolat. Madame donc, l'ambassadeur coupe. Il y aura un incendie ici. Hein? on va éteindre. C'est l'anniversaire de quelqu'un peut-être, non? Comment voulez-vous conclure votre participation à ce si sympathique repas, cher William? Je vous remercie, Madame, Votre Excellence, de votre hospitalité et de votre humour, en fait, ce que j'apprécie le plus, et de nos amis libanais qui sont là. Qui sont formidables. Voilà. Absolument. Vous incarnez vraiment très très bien, vous tous, le Liban tel qu'on l'imagine. Et vous, William, vous êtes un petit peu William la science, William l'expérience, Le sage, William le sage. avec ses cheveux Hakim. blancs. Merci. Voilà. Hakim. Hakim. Tony, des projets dans le football ou dans la danse de salon bientôt? On a des projets toujours dans le domaine là où j'existe, Oui. la fabrication. J'aime bien ce dîner qui nous a réunis ici. Et je vous remercie, Votre Excellence, et les efforts que vous avez mis pour que ce programme aboutisse à ça, à ce dîner, sont vraiment appréciés. Merci C'était beaucoup, un Olivier. plaisir authentique. Et encore une fois, je vous invite au Liban. Ah bon? Les Libanais invitent? Je vous invite et j'insiste, vous aimez le Liban, vraiment vous aimez le Liban, et il faut y être là-bas, encore une fois, surtout en famille. Et j'insiste que si jamais vous avez eu la volonté d'être là-bas, Oui. on serait les premiers de vous accompagner. Ça sera une grande joie et je pense qu'il est même probable, si ça se fait, que je vienne avec une équipe de la télévision chinoise Vous êtes pour les prouver à bienvenus. nos amis chinois comme quoi c'est une terre d'accueil et un endroit merveilleux à visiter. Vous êtes les bienvenus. Cher José, on vous retrouvera comme ambassadeur dans quelques années peut-être? Ouais. On verra, on verra. C'est Il en a tout déjà cas l'une de vos négocié. directions. Ouais, c'est ma carrière. C'est votre carrière. beaucoup. Vous avez une carrière diplomatique, Ouais. affirmée. Ouais, affirmé. Alors vous imaginez Ça va être sympa. dans quelques années Ah. ambassadeur de l'Argentine au Liban? Au Liban. Ça va être Ah, sympa, c'est ça. génial. Et il nous C'est invitera génial. à l'ambassade Ah, bien pour dire. Aussi, je voudrais remercier Madame l'ambassadrice ici pour cette magnifique soirée. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Qui remercie
Olivier pour avoir eu cette idée géniale. On remercie l'équipe qui est à côté d'Olivier aussi, qui fait un travail magnifique. Merci. Et je remercie aussi mes compatriotes, parce que c'est toujours un plaisir de les avoir avec moi. Merci infiniment. Pour moi, c'était un honneur et un grand plaisir et privilège, Votre Excellence, de vous rencontrer et de partager ce dîner avec vous. Et voilà. Et voilà. Cette émission vous a donné envie d'aller visiter le Liban, d'avoir des amis libanais. Alors c'est gagné. À bientôt pour un autre dîner dans une autre ambassade.